Bienvenue. Le président indien Ramnath Kovind est arrivé dimanche à Cotonou pour une visite officielle de 112 heures en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et l'Inde. Les Béninois s'interrogent sur les dessous de cette visite selon le ministère des Affaires étrangères au Bénin. Il s'agirait également au cours de ce séjour pour Ramnath Kovind d'un entretien avec le chef de l'État Patrice Talon à Cotonou avant donc de procéder à la signature de plusieurs accords de coopération pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Il s'agit de l'accord d'exemption de visa, de l'accord portant sur le programme d'échanges culturels bilatéraux, de l'accord de la télémédecine et de la télééducation et d'un protocole d'entente relatif à la coopération dans le domaine de la garantie des crédits d'exportation. Et puis ce lundi, le président indien Ramnath Kovind s'est entretenu avec le chef de l'État béninois Patrice Talon avant de se rendre au Parlement à Porte-Novo où il a prononcé bien évidemment un discours à la tribune du Parlement. Avant ce discours, l'opposition au régime de la rupture avait adressé une lettre au président indien lui demandant de rappeler aux députés de la 8e législature les grandes valeurs de démocratie en vigueur en Inde. La lettre datée du 25 juin 2019 et qui porte la signature de l'ex-chef d'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, est un moyen d'intensifier la pression diplomatique sur le Parlement, affublé désormais du qualificatif illégitime. Ulrich Atineou, d'abord, dans quel contexte vous replacez ce déplacement du président indien au Bénin? Oui, merci pour la question. Il faut déjà dire que le président indien au Bénin, cela quand même participe de la diplomatie de notre pays. C'est le Bénin qui, à un moment donné, certainement a voulu que donc vienne le président ou a invité son excellence le président indien pour cette visite-là. C'est vrai également que l'agenda du président indien l'aurait également serait également conforme à cette demande-là. Donc, le président a dû certainement, d'accord, je suis encore dans les suppositions, a certainement donc répondu favorablement donc, à cette invitation. Maintenant, lorsque vous prenez ce déplacement d'un président indien au Bénin, on se dit, mais qu'est-ce que cela peut cacher ou sous-entendre? Et je réponds en disant que effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les grandes nations, quand nous prenons par exemple les États-Unis, quand nous prenons la France, quand nous prenons ces grandes puissances d'alors, ils sont en train donc, ou ces puissances européennes notamment, l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle a une relation avec l'Afrique, une relation commerciale notamment, et l'Europe s'investit de plus en plus vers le continent noir. Mais n'oubliez pas, il y a le géant de la Chine qui, à un moment donné, s'est dit, écoutez, nous irons encore explorer l'Afrique. Nous allons développer plus de partenariats avec l'Afrique. Donc, la dimension s'élargit. L'intérêt de l'Afrique, désormais, prend une certaine proportion qui permet à certains chefs d'État de dire, écoutez, si nous voulons véritablement, vous connaissez également l'Inde, vous connaissez sa population, vous savez que c'est des gens qui, aujourd'hui, ont besoin d'une certaine ouverture pour développer un certain nombre de choses. Et là, et dans les négociations, on a parlé d'importation, je crois, du cajou, on a parlé de l'exportation des aliments de première nécessité, voilà. Donc, c'est dire que l'Inde aussi a besoin d'un marché d'écoulement, ou un marché où il viendra déverser ses produits. Donc, la démarche de l'Inde, après et avant tout, c'est d'abord ça. Quel est, nous autres, notre intérêt? Si nous allons au Bénin, si je vais au Bénin, même si c'était l'État béninois qui m'adressait une invitation, si j'y vais, qu'est-ce que cela pourrait concrètement rapporter à notre pays, à nos habitants? Je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'au-delà de tout ce que vous avez cité, par exemple la lettre
l'opposition pour notifier au président indien ce qui se passe dans notre pays, l'échec de ce régime, ou du moins cette législature, la 8e à l'Assemblée nationale, qui serait illégitime, qui n'aurait pas reçu le suffrage de la majorité des Béninois. Au-delà de tout ça, le président a tenu quand même à faire cette visite-là parce qu'il y a des intérêts en jeu, il y a des négociations qu'il faut nécessairement parachever ou continuer ou aboutir pour permettre véritablement à ce qu'il y ait des liens commerciaux entre les deux pays. Alors, Vigile avancé, le Bénin et l'Inde ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1986 par la signature de plusieurs accords, notamment celui portant création de la Grande Commission mixte bénino-indienne de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. Cette fois-ci, on sait que le pays, l'Inde, c'est la 6e puissance économique, devançant de fait la France. C'est quand même le 2e pays le plus peuplé du monde, le 7e grand pays en termes de superficie également au monde. Quand un pays comme l'Inde s'investit finalement au Bénin, est-ce qu'on ne doit pas en réalité se réjouir? Il faut dire que ce n'est pas seulement ce que vous faites remarquer, hein, Joël Kyogbé. Il y a aussi que c'est la première fois que le président indien, n'est-ce pas, foule le sol béninois, un président indien tout court, pour le dire ainsi. Donc, au-delà de cela, il n'est pas comme d'autres chefs d'État qu'on a souvent vu en tournée en Afrique. Le président chinois est plus souvent venu, car quand on parle de l'Inde, on parle en même temps souvent de sa rivale, la Chine, puisque vous l'avez dit, c'est les deux puissances économiques, n'est-ce pas, de l'Asie, de cette région du monde, même si, disons, la Chine arrive bien loin. Et donc, nous avons dit puissance économique. Moi, je pense que le Bénin n'a pas mal vu, pas du tout alors, hein, au-delà du coup diplomatique que c'est de vouloir diversifier ses relations, entre autres avec l'Inde, n'est-ce pas? Et vous n'avez qu'à voir, hein, c'est des retombées concrètes que vous avez au titre donc de ce qui est dit à l'issue du tête-à-tête avec les deux chefs d'État, le compte rendu donc du ministre en charge de la diplomatie, Aurélien Agbenonsi. Et donc pour moi, c'est très important. On parle notamment de l'ouverture d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars américains au profit du Bénin pour ses projets prioritaires nationaux, essentiellement. Bien sûr, et pas que ça. Je crois aussi savoir que, voilà, c'est pas, je crois savoir, ils ont parlé d'énergie, donc d'électrification de certains villages, avec plus de 70 villages que j'ai entendus. Et donc, c'est très concret, très précis. Et ça, on peut s'en réjouir. Maintenant, le contexte politique, le contexte démocratique, surtout que l'Inde reste quand même, comme on dit, hein, la plus vieille démocratie du monde. On peut regretter un peu que cela se passe dans ces conditions-là. Mais pour le reste, c'est un grand coup. Surtout que, regardez les pays que visite ce président au cours du mois de cette tournée-là. Il a comme autre destination, par exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, là, on peut dire effectivement que l'Inde a vraiment attiré tout de suite. Il peut aussi être question que l'Inde soit en train de viser, n'est-ce pas, le Bénin comme porte d'entrée sur le Nigeria pour des visées économiques, mais tout de suite, on n'en trouvera pas, hein, à part l'acajou qu'on dit qu'on vend là-bas, à part le bois qu'on vend là-bas. Je ne sais pas réellement ce que le Bénin peut fournir au plan économique à l'Inde, au point où ils fassent le choix du Bénin plutôt que le Sénégal, par exemple, et surtout la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Donc, encore une fois, je crois qu'on peut se réjouir, comme vous avez dit. Saturne Djassou, un président indien qui foule le sol béninois avec des retombées économiques. Nous savons que c'est la 6e économie mondiale.
Cependant, la population indienne également, il faut le dire, avoir le courage de le dire, ce n'est pas forcément le développement de ce côté-là. Donc, il y a la croissance économique en Inde, mais il y a toujours ce rapport au développement humain qui pose problème. Le Bénin, dans le même contexte, pratiquement 7% de croissance. Est-ce que vous voyez un rapprochement entre les deux modèles développés? Un rapprochement peut-être en termes d'indice de développement humain, puisque vous faites l'allusion tout à l'heure à l'économie même, en tout cas en quoi elle impacte la population indienne, sauf erreur de ma part, je crois en 2003-2004, sur l'indice de développement humain, sur 175 pays, 2003-2004, l'Inde arrivait 127e, sauf erreur de ma part. Et quand on arrive au Bénin, où on avance des indicateurs macroéconomiques pour justifier les performances de nos autorités politico-administratives et qu'à la base, on ne ressente pas ça dans le palier de la ménagère, oui, là, on peut faire le rapprochement. On pouvait faire également le rapprochement en termes de démocratie. Mais le Bénin, depuis quelques mois, a choisi d'implémenter une autre forme de démocratie que tout le monde observe de par le monde. Et l'autre chose, là où on ne parlera peut-être pas, j'avais dit qu'on pourrait faire ce rapprochement côté démocratique, mais cela pourrait arriver à point nommé si, en ces périodes de doute, de remise en cause de ce processus démocratique que nous avons engagé depuis 1990, un président de ce pays, de cet État fédéral, il faut le dire, qui se fait appeler la plus grande démocratie au monde, ça pourrait être un signal. C'est déjà ça, vouloir s'adresser au Parlement. Et vous savez, dans l'architecture institutionnelle de l'Inde, ce que représente le Parlement de l'Union, un Parlement qui a deux chambres, la Chambre des États et puis la Chambre du peuple, vouloir s'adresser au Parlement, c'est déjà un signe pour moi. Peut-être responsabiliser ceux-là qui sont là sur le rôle qui est le leur en matière de démocratie. Parce que l'Inde, je crois, ça a été calqué sur le modèle britannique. Ce n'est pas la même chose chez nous au Bénin, où le président, lui, il forme son gouvernement, alors qu'en Inde, le président est le chef de l'exécutif, mais le pouvoir est détenu réellement par le Premier ministre. Le Premier ministre, lui, qui vient donc de ce Parlement dont j'ai parlé, désigné par le parti majoritaire de la Chambre du peuple notamment. Donc déjà un contre-pouvoir qu'on peut situer à un niveau élevé de l'État, ce qui n'est pas le cas au Bénin et qui n'est davantage pas le cas quand on descend au Parlement. D'ailleurs, ce à quoi vous faites allusion a été d'ailleurs cité en référence dans les critiques qui ont été formulées à l'encontre de ce déplacement. On sait que c'est le Premier ministre qui détient donc les pouvoirs de gestion. Le président, il a des pouvoirs très limités. On se pose alors la question, quelle sera donc la faisabilité des accords qui seront conclus avec ce président et non le Premier ministre? Le président, qu'on le veuille ou pas, il a sa place. Son rôle est important déjà même dans le choix du Premier ministre en Inde. Le rôle du président est déjà important. Il a tenu, je crois, depuis qu'un amendement a été voté en 1976, d'écouter l'avis du Premier ministre. L'Inde, dans la Constitution, je crois, date de 1950. Avant cet amendement dont je parle, qui date de 1976, a tenu d'écouter le Premier ministre, mais également a un rôle important à jouer dans le choix de ce Premier ministre. On a beau dire qu'il ne détient pas réellement le pouvoir en Inde, mais sa présence a permis quand même d'avoir cette ligne de crédit qu'on nous a dédiée. Donc c'est déjà des retombées qui pourraient amener à relativiser cette position de oui, il n'est pas lui. Donc nous ne sommes pas dans des effets d'annonce. Selon vous, parce que la crainte qui est exprimée, notamment qui vous voyez donc sur les réseaux, c'est comme un défouloir de crainte. On estime qu'une fois de retour en Inde, que tout cela peut s'écrouler. Non, je ne dirais pas que tout cela peut s'écrouler. Un président ne peut pas venir prendre un engagement, dire que l'Inde met à la disposition de notre pays une ligne de 100 millions de dollars américains, ce qui doit faire plus de 58 milliards de francs CFA, sauf erreur de ma part, et retourner dans son pays pour se voir opposer un refus catégorique de cet exécutif que dirige réellement, en tout cas de ce pouvoir que le Premier ministre a en main. Avant d'effectuer sa visite au Bénin, il y a eu des préalables que nous n'avons pas certainement su. Et à son retour, c'est au Bénin, avec ces promesses qui sont faites, de mettre en place un mécanisme pour pouvoir réellement jouir de ça. Et pour tel que ça se passe,
si on ne sait pas faire, si on ne met pas rapidement en place le mécanisme pour jouir de cette ligne de crédit que l'Inde met à notre disposition, ce gouvernement peut passer sans même en bénéficier, et ça va être un autre gouvernement qui viendra à la tête du pays, qui pourra en jouir. Les relations diplomatiques sont ce qu'elles sont entre l'annonce qui a été faite, entre la promesse qui a été faite et les conditions pour jouir réellement de ce. On se rappelle de cette perte de 10 milliards, 10 millions de dollars dans le secteur de l'énergie il y a quelques mois en arrière. Tout à fait, qui a fait également de bruit. Donc c'est au Bénin de mettre en place le mécanisme pour réellement entrer et jouir de ce que l'Inde a eu à nous promettre. L'Inde, ce n'est pas également, ben oui, il faut le dire, on a dit qu'un président indien se déplace au Bénin pour la première fois, mais les gens ne se déplacent pas comme ça pour les beaux yeux de quelqu'un. Ils ne se déplacent pas pour faire plaisir à un président parce qu'il les aurait invités. On tient compte de l'image du pays où on va. J'ai entendu dans, je crois, le compte-rendu qui est fait de la conférence conjointe que les deux présidents ont eu à animer. Le président de l'Inde parlait de démocratie, des ordres de démocratie palpable, en tout cas, selon le traducteur qui était là. Ces derniers mois, ça a changé. S'il fallait actualiser ce document, ce discours tenu par le président de l'Inde, ce ne serait pas forcément la même chose. Je disais qu'il ne se déplace pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Je trouve plus l'intérêt du côté économique que sur un autre aspect. Et côté économique, vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, l'Inde, qui a été abondamment citée dans un dossier, notamment le dossier des produits pharmaceutiques, également aujourd'hui visite le Bénin. Le Bénin qui est en train d'assainir ce secteur et qui est dans l'attente d'accueillir d'autres laboratoires. Récemment, on a entendu en Conseil des ministres que dérogation a été accordée, je crois, à cette instance installée dans l'enceinte du ministère de la Santé, et pour procéder à quelques achats, à quelques occupations du secteur en attendant des réformes implémentées. Je crois, j'oublie l'instance dont je parle. La CAMES. Voilà, la centrale d'achat de médicaments essentiels. En attendant, donc, c'est peut-être l'occasion pour l'Inde d'occuper ce marché qui est là. Parce que quand on vient pour voir les opportunités, on vient pour voir ce qu'on peut tirer, à nous aussi de voir ce que nous pouvons tirer de l'Inde. Gilles parlait de la porte d'entrée sur le Nigeria. J'aurais des doutes là-dessus parce que entre le Nigeria et le Bénin, l'Inde a choisi d'installer son ambassade au Nigeria. Et les Béninois, pour aller en Inde, étaient obligés de se déplacer vers l'ambassade de l'Inde qui est à Abuja. Donc, on ne peut pas s'implanter dans un pays et vouloir forcément procéder par un pays. Peut-être faire du Bénin, voilà, le couloir pour d'autres marchés. Pour d'autres marchés, de la zone francophone, peut-être. Et on peut se réjouir de cette disposition qu'annonce le président indien de mettre en place un dispositif électronique pour permettre aux Béninois voulant se rendre en Inde de ne pas forcément se rendre à Abuja, et aux diplomates qui détiendront le passeport diplomatique de pouvoir effectuer le voyage en Inde et d'être exemptés de visa. Alors, Ulrich Chatindeou, en 2022, la population de l'Inde est annoncée pour grimper jusqu'à 1,4 milliard. Pour vous dire que c'est vraiment, comme on le dit, ici au Bénin, c'est une Chine populaire en réalité. Est-ce qu'en disposant d'un tel marché de consommation intérieure, Vigile disait tout à l'heure que, vous-même vous disiez tout à l'heure que l'Inde serait à la recherche d'un marché d'écoulement. Est-ce que l'Inde avait vraiment des raisons valables de venir au Bénin? On n'est que 11 millions d'habitants, pratiquement. Est-ce que l'Inde a des raisons de venir au Bénin? Mais je crois que Vigile a répondu à la question, même si ça tenait doute. Je crois que c'est une possibilité que le Bénin puisse se servir donc de porte d'entrée pour l'Inde dans la sous-région, parce que on parle après et avant tout de pays de démocratie. On a connu, même si ça encore, et comme le disait Saturnin, il faut réactualiser pour constater que le Bénin aujourd'hui a fait des pas, c'est-à-dire en arrière ou en reculant. Je crois qu'il est important aujourd'hui de se dire qu'il faut des pays où la démocratie, tout au moins, est à saluer, où il y a un minimum à respecter. On a vu les dernières violences post-électorales dans notre pays, plus ou moins quelques jours après, on a constaté qu'il y a eu une certaine accalmie. Par conséquent, on peut se dire, avec tout ça, parce que avant de se déplacer, effectivement, pour ces chefs d'État, ils réfléchissent, ils se disent, mais où
allons-nous poser notre valise ou irons-nous pour véritablement permettre à ce que nos objectifs soient atteints? Et je le dis, ce n'est pas... lorsque vous prenez par exemple la Chine qui, avec sa population actuelle, continue donc d'investir en Afrique, de négocier avec tout le monde, pas d'exclusion en fait pour la Chine. Ce n'est pas l'Inde qui va donc vouloir dire, parce que le Bénin aujourd'hui a à peine 11 millions d'habitants, je ne vais pas... Je n'irai pas au Bénin. Le Bénin aujourd'hui peut servir de carrefour, de centre en fait pour les activités de ces Indiens-là. Les Béninois peuvent sécuriser en fait les affaires de ces Indiens-là. Ils sont venus au-delà de tout ce qu'ils savent déjà sur le Bénin, visiter un peu comme l'autre leur a dit. J'ai toujours entendu parler de votre pays. Aujourd'hui, je suis venu voir ce que vous faites, ce que vous êtes. Donc, venir ici pour le président indien, moi je trouve personnellement que c'est purement et simplement économique. Qu'est-ce que nous avons à vendre en fait à ceux-là? Vigile disait tout à l'heure, nous n'avons pas grand-chose. Est-ce que finalement il n'est pas temps de refermer cette porte sur ces critiques qui sont formulées, à savoir le Bénin qui chante sur une croissance économique de 7%, de 8%, et que la couche sociale ressent encore la douleur, alors que de grandes puissances ont également ce type de modèle économique, comme l'Inde. Oui, est-ce qu'il faut fermer, comme vous le disiez, cette parenthèse-là ou ce refrain-là? Je pense que les chiffres que vous avancez, qui sont ceux qui donnent ces chiffres-là, nous les connaissons. Et sur quelle base on calcule ou on donne ces chiffres? Également, il y a tout un problème. Ce n'est pas nécessairement par rapport aux revenus par habitant. C'est peut-être par rapport à des calculs sur papier. Je ne sais comment ça se calcule, mais quand moi je fais un petit... quand j'évalue un tant soit peu la situation, je trouve en tout cas que nous ne sommes pas encore à ce seuil-là, où nous n'avons pas encore atteint ce seuil d'aisance ou de prospérité pour donc vouloir nous égaler avec l'Inde, même si c'est la même procédure ou la même manière pour ces États-là ou la même façon de calculer. Je me dis, aujourd'hui, l'Inde a beaucoup à nous apporter. Les Indiens aujourd'hui, c'est vrai, le marché là-bas est grand, mais ils produisent également beaucoup. Il ne faut jamais l'oublier. Allez, vous allez constater que ils ne sont plus à notre seuil ou à notre niveau de développement. Ils ont largement dépassé ce que nous vivons ici au Bénin. Donc, il n'y a pas comparaison. Ils ont beaucoup à nous donner. Mais aujourd'hui, je crois que le Bénin également, ils peuvent tirer d'abord profit du Bénin. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Quand ils viennent injecter 100 millions de dollars au Bénin, ce n'est pas gratuit. Ils ont... des intérêts nécessairement derrière. Non seulement j'ai parlé de cette porte d'entrée que le Bénin peut constituer pour eux, mais j'avais tout à l'heure parlé de ce marché, même si c'est 11 millions d'habitants que nous formons, il y a ce marché-là, il y a d'autres intérêts qu'on peut également situer. Vous avez parlé de 1,4 milliard à l'horizon 2022. À l'horizon 2022. Donc, tous ceux-là peuvent vouloir également venir en Afrique. C'est des gens qui, en réalité, ont fini de réfléchir pour le présent. Ils pensent déjà à l'avenir, à cette population-là de 2022 ou 2024 dont vous parlez. Ils pensent déjà à cette génération qui va venir. Comment gérer ce flux-là? Comment gérer l'effectif-là pour véritablement que le pays ne s'enlise encore dans la pauvreté, ou comment est-ce qu'il faut rivaliser, parce que je l'ai dit, les grandes puissances se battent des pieds et des mains pour donc venir en Afrique, parce que c'est ici d'abord les ressources minières, c'est ici qu'il y a la richesse, même si nous n'avons pas la capacité de transformer les choses. Ils peuvent venir ici, installer des entreprises, négocier des marchés pour véritablement leurs citoyens, et c'est ce qu'ils savent faire, contrairement à nous autres qui, bon, voilà quoi. Nous sommes encore à la traîne. Veuillez avancer, nous allons rapidement ouvrir cette parenthèse politique dans cette émission. Alors, le président indien qui vient au Bénin, l'opposition au régime de la rupture, qui adresse une lettre rappelant les valeurs démocratiques de l'Inde. Finalement, au cours de cette conférence conjointe animée
à l'issue donc de la discussion avec le chef de l'État Patrice Talon, le président indien parle de démocratie palpable, démocratie par exemple, et tout ça. Est-ce que c'est un camouflet, encore une fois, pour les opposants? Non, vous savez, en diplomatie, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. C'est entre autres le champ de l'hypocrisie. Cela dit, camouflé pour les opposants, je ne sais pas. Beaucoup ont reprouvé, n'est-ce pas, cette lettre du président Soglo. Je n'ai pas compris parce que c'est classique hein, dans ces genres de relations, dans ces genres de visites, que les voix dissonantes du pays visité, ou même d'ailleurs, hein, d'autres auraient pu donner rendez-vous au président indien pour lui rappeler qu'il a telle ou telle chose, qu'il ne va pas en Inde, qu'il a telle ou telle situation, des banderoles, tout comme ça aurait pu être des opposants qui prennent l'initiative, n'est-ce pas, de manifester, de rappeler au président et sa délégation que le Bénin qu'il visite, le Bénin qu'il encense, comme vous l'avez dit, c'est l'autre réalité également, c'est ceci, c'est cela, même si on s'en doute bien, le président indien n'a pas pu venir au Bénin sans savoir que ces élections législatives ont été organisées avec beaucoup de problèmes, que l'opposition n'a pas pu y participer, que ceci, que cela. Le président est venu avec beaucoup de journalistes indiens, par exemple, et bien avant cette visite, ces journalistes ont pu, n'est-ce pas, faire des papiers, comme on dit dans notre jargon, écrire des articles sur le Bénin, renseigner sur le Bénin. Ça peut être, c'est les journalistes, c'est classique pour les populations et pour voilà, les autorités, mais également l'Inde dispose des services de renseignement pour faire ce job-là. Mais pour le reste, je ne sais pas pourquoi on malmène autant le président Soglo. Comme je dis, c'est normal, c'est dans le cours normal des choses que ça se passe ainsi. Je crois même que l'opposition a, comme je le disais tantôt, fait le service minimum. Ils auraient même pu, n'est-ce pas, tenter une manifestation, des banderoles pour écrire, pour faire lire, n'est-ce pas, un peu perturber. Est-ce que ça aurait pu cette être relation. Ça aurait pu être, oui. Le président français. Après, on connaît désormais, disons, le fonctionnement, la militarisation de tout. Est-ce qu'ils auraient pu? Certainement pas. Mais ça aurait pu tenter. Ça aurait pu être tenté. Et si même ça avait échoué, bon, ça également aurait été un message, n'est-ce pas? Donc ça, c'est classique. C'est souvent observé dans ces genres de visites. Est-ce que l'opposition a essuyé un camouflet? Pour moi, non. L'opposition ne sait pas encore... Enfin, ils ont procédé par une lettre simple. Ils ont atteint également leur but. Ils ont également atteint leur but pour l'instant et pour ce qu'on a vu juste là. Voilà, on ne peut pas mieux demander à une opposition que d'aller s'enfermer. La critique, c'est que avant cette lettre, il y avait eu d'autres lettres qui ont été envoyées à d'autres instances. Mais la situation est demeurée telle. Oui, on espère que les lettres ont atteint leur destinataire. Vous savez, voilà, moi je crois que l'opposition utilise aujourd'hui les moyens qu'elle a pour se faire entendre. Il est clair que ce n'est pas ces leaders-là qui seraient allés au Parlement, ou je ne sais pas, autour des grilles, hein, nouvellement, des murs donc, de la présidence de la République. Ce n'est pas eux, par exemple. Donc ça aurait été des jeunes. Et des jeunes, pour faire un tel job, il faut en chercher aujourd'hui au Bénin. La manière pour cette opposition d'envoyer le message, je ne sais pas. Je dis encore une fois, je ne sais pas si le président et la délégation indienne ont écouté, sont au courant, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est leur manière à eux, ces opposants, n'est-ce pas, de se faire savoir la situation politique actuelle du Bénin. Sartine Diassou? Je pense, est-ce que, tel que certains l'auraient souhaité, que les opposants saisissent cette balle pour adresser un message au président indien, il faut toujours leur faire ce procès dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Vous descendez dans la rue pour afficher de banderoles, vous êtes pris pour attroupement non armé ou attroupement illégal et tout ce qui va avec, même l'expression des forces publiques aujourd'hui, c'est en difficulté. Et quand on est dans ce contexte, quel autre moyen on peut avoir pour envoyer un message à un président qui annonce une visite dans un pays où on reproche l'organisation de législatives exclusives?
c'est déjà peut-être ce canal saisi par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, lui qui a été président de la République, aujourd'hui ancien président de la République. Il sait que ces pratiques ne sont pas nouvelles. Il n'aura rien inventé en la matière. L'autre formule, c'était peut-être pour ceux-là qui dénoncent la gouvernance actuelle, qui dénoncent telles que les choses ont été organisées en avril dernier, de tenir un point de presse, pourquoi pas appeler la presse internationale, s'il y avait possibilité, faire venir les journalistes qui ont accompagné le président indien pour couvrir ça. Tout au moins, ça peut être une occasion. Ils sont en mission pour l'image de leur président. Tout ça s'anticipe. Si le président Nicéphore Dieudonné Soglo a senti la nécessité, avant l'arrivée du président indien, de mettre une lettre, d'envoyer une lettre qui a été également publiée, devenue en quelque sorte une lettre ouverte, il pouvait également anticiper et chercher à savoir que voilà, même s'il faut envoyer une demande pour dire, voilà, les opposants organisent une conférence de presse, tout au moins le service de presse serait au courant et ne viendrait pas, même de loin. On sait comment ça fonctionne, la diplomatie. Quand vous avez une demande comme ça... Au risque de choquer les relations avec le Bénin? Au risque de choquer les relations avec le Bénin, peut-être on se dit officiellement, on est là, on n'est pas là pour ça. Mais les journalistes ne sont pas dupes. Eux qui arrivent, même dans cette mission officielle, ils trouvent toujours le canal d'avoir un œil sur ce qui veut se faire là-bas, ce pourquoi on avait cherché à ce qu'ils soient présents. Ils trouvent toujours un canal pour s'informer de ce que les autres veulent dire, qui libre à eux de faire l'utilisation qu'ils veulent en faire plus tard. Donc c'est difficile dans le contexte actuel de pouvoir se faire entendre. On peut vous prendre pour trouble à l'ordre public et tout ce qui va avec. Les moyens d'expression sont limités. On ne peut donc pas faire ce procès aux opposants de dire que bon, ils ont loupé une opportunité et tout. Chacun fait avec les moyens. Donc pour vous, ce n'est pas une illusion pour cette opposition de penser que peut-être quelque chose changerait à adresser une lettre à des personnalités donc venues au Bénin dans un tel contexte. Ça ne le savait pas. Ce qu'elle a eu à mener comme démarche ces derniers temps et qui est en l'état, au statu quo, peut-on dire, l'aurait renseigné davantage cette opposition. Qu'en matière de diplomatie, comme Virgile l'a dit, il y a une hypocrisie qui entoure ça. Que le président indien arrive au Bénin pour admonester, en tout cas pour donner des leçons de démocratie en patrie, non, ça peut se faire sous cap, ça peut se faire loin des micros et caméras, et même loin des micros et caméras, il faut y mettre de la manière pour le faire. Je disais pendant ma première prise de parole que le président ne se déplace pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Le président indien sait ce qu'il va tirer de la visite au Bénin en venant au Bénin. Il ne vient pas pour corriger la politique dans un pays où les puissances se positionnent dans les pays en voie de développement pour ne pas se voir arracher la vedette plus tard. Il vaut mieux aller sur le terrain économique sans trop se soucier de ce qui se passe côté politique. De plus en plus, c'est ça. La Corée du Nord, que ce soit la Chine et autres puissances, n'arrivent pas pour chercher à s'ingérer dans la gestion politique du pays. Ces pays arrivent, préfèrent aller sur le côté économique pour chercher ce qu'ils peuvent chercher. J'ai entendu le président Patrice Talon, pendant la conférence conjointe, parler de l'Inde comme étant la première puissance, le premier partenaire commercial du Bénin. C'est important, c'est une place qu'on ne perd pas. C'est une place qu'on ne cherche pas à perdre parce qu'on est allé à des élections législatives, des élections qui ont été exclusives. C'est purement éco, c'est purement affaire. Et quand on est dans le domaine des affaires, la politique peut rester la politique. Vous pouvez avoir du désamour pour celui qui est à la tête du pays. Quand ça permet à votre pays, d'où vous venez, de toujours sauvegarder ses intérêts et de ne pas se voir voler la vedette par d'autres pays, ça continue. Je ne sais pas ce que le Bénin, lui, a à vendre à cette Inde qui est la grande démocratie. Tourisme, l'Inde, quand on parle de 7 pays, les 7 merveilles du monde, je crois avec le Taj Mahal, l'Inde figure dans les 7 merveilles du monde. Le Bénin il y a beaucoup de choses. Le Gange et tout ce qu'on connaît à l'Inde. Le Bénin également a 7 merveilles qui pourraient vendre à l'international, comme il a commencé par en faire la promotion récemment. Mais quand on met dans la balance, on trouve que c'est l'Inde qui a plus à gagner au Bénin. C'est l'Inde qui a du marché à conquérir au Bénin que le Bénin a conquéri en Inde. Bien vrai, on ne nous a pas préparé à ça. On n'a pas amené nos opérateurs économiques à être offensifs en cela. Ce ne sont pas les opportunités qui manqueront en Inde. On a parlé de télémédecine. C'est des avantages que le Bénin... De télééducation et tout. Moi, j'étais un peu gêné quand j'entendais le président indien parler de la formation des cadres béninois en anglais. J'étais un peu gêné quand j'entendais ça. Mais bon, si ça ne fait pas des opportunités... Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti mal? Parce que si les gens ne comprennent pas anglais, il faut les former.
Il faut l'informer, Sadiouna Yassou. Ça a manqué au Parlement. Voilà. Il faut juste sortir du temps passé. Justement, Ulrich Hatindewu, le président indien, il était au Parlement. Il a adressé un discours à la nation béninoise. Malheureusement, vous me le direz, vous n'avez pas pu suivre le contenu du discours. Tout au moins, l'acte en lui-même, comment est-ce que vous l'avez vécu? Déjà, il faut... Puisqu'il y a cette barrière linguistique, apparemment. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, le discours est en anglais, pas traduit discours... en français directement. Pour voilà. ceux qui ne comprennent pas anglais, ils n'ont pas pu donc... Et encore pour ceux qui comprenaient, qui pouvaient entendre un tout petit peu du discours du président indien, la liaison entre l'hémicycle et la radio-hémicycle était tellement mauvaise que ça bourdonnait. Vous ne pouvez pas entendre de façon audible ce que disait le président indien. Voilà. Alors que juste après, on n'a pas eu droit à une autre... En résumé, tout au moins en français. Ce que cela représente... Dans l'organisation, c'est tellement... Oh bon, d'accord. On peut peut-être mettre ça à l'actif donc de l'organisation. Maintenant, vous étiez en train de parler de... L'acte en lui-même. L'acte, mais déjà, avant l'acte... Est-ce qu'en se rendant au Parlement, est-ce que c'est quand même la première fois qu'une autorité de son rang descend au Parlement, la 8e législature, contestée et tout ça, est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer tout doucement cette législature? Je ne vois pas un acte de vouloir, un acte qui quand même pousse à vouloir légitimer ce qui au plan national, beaucoup le voient comme illégitime. Bon, ce n'était pas le but ou l'objectif donc de ce déplacement. Pour moi, bien entendu, à l'Assemblée nationale, ce n'était pas pour légitimer un parlement. Non, loin de là. Vous avez parlé tout à l'heure donc de cette visite-là, cette visite qui aurait apporté beaucoup et qui, la lettre morte certainement du président, de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, mais qui vous dit que cette lettre est restée morte? Certainement que ça fait partie des retombées ou ça fait partie de ce que cette lettre aura peut-être changé. Vous l'avez dit, on n'a pas entendu concrètement ce qui a été dit dans le discours, le contenu, le message adressé aux parlementaires, mais ça peut peut-être faire partie donc de ces acquis-là, parce que déjà lorsque Nicéphore Soglo envoie la lettre, il y a la presse indienne qui est là, qui récupère, et les commentaires peuvent déjà commencer par faire douter le président, puisque il faut jamais l'oublier, la lettre est partie après l'annonce de la visite du président indien. Donc ce n'était pas pour une lettre pour dire monsieur le président ne venez plus au Bénin. Non, c'était juste pour présenter la situation qu'il y avait au Bénin. Donc le président indien venir au Bénin, aller au Parlement, je pense que ça devrait en principe être la démarche, et Saturnin l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans un État comme l'État indien où il y a le Premier ministre est là, le président est là, les rôles sont séparés et le Premier ministre vient du Parlement ou dit sa source, sa légitimité du Parlement, vous êtes quand même à même de dire, écoutez, le Parlement serait l'endroit idéal pour prononcer un discours du genre. Maintenant, lorsque vous êtes dans un pays où la démocratie, il y a beaucoup qui déjà parlent de cette démocratie-là. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'enjeu économique pour le président indien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très difficile aujourd'hui pour notre diplomatie ou nos diplomates de chercher à négocier un voyage, par exemple, du président béninois à l'Élysée. C'est un secret de polichinelle. Plusieurs fois, il paraît le président béninois aurait voulu peut-être faire un déplacement. Bon, j'ajoute encore peut-être pour donc... C'est vrai qu'il y a eu cette page noire, de rencontre manquée. Voilà, avec des sanctions qui sont tombées en temps. Il y a beaucoup, voilà, donc il y a cette parenthèse-là, il y a beaucoup, il y a cet épisode-là qu'il ne faut jamais oublier. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes en difficulté ou lorsqu'on sait par exemple que le président français, sinon le Parlement français même déjà déplore ou garde une dent contre tout ce qui s'est passé au Bénin, lorsqu'on sait que dans la sous-région, les gens ne sont pas d'accord, lorsqu'on sait que les grandes puissances
où l'Amérique ne peut jamais cautionner, par exemple, ce qui se passe, mais il faut un troisième larron. Il faut, par exemple, que des gens comme le président indien viennent pour dire, écoutez, ceux-là sont en train de s'écarter, il faut que nous venions rapidement occuper la place vide. Il faut que nous venions occuper la place vide. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'intérêt ou d'enjeux économiques. Maintenant, venir au Bénin, la lettre, moi je me dis, allez-y voir. Sur l'autel des intérêts économiques. Non, pas totalement. Oui, en 30 secondes. Mm. Et donc, je conclue en disant que le président indien, tout en venant ici, sait déjà dans quelle visée ou qu'est-ce qu'il vient concrètement chercher. Il ne vient pas ici au hasard. Et c'est la suite de son périple, puisqu'il ne vient pas seulement au Bénin, il ira encore dans d'autres pays. Attendez pour voir ce qui va se passer, les accords qui seront noués, les négociations ou les retombées pour ces pays-là. Et vous allez faire une petite comparaison pour voir si la lettre du président n'a pas eu d'effet, justement. Quelques secondes pour vous, Vigile Avanceur. Bon, je n'ai rien de particulier à dire que de constater que c'est un autre coup, n'est-ce pas, que frappe le pouvoir de Patrice Talon après. Je crois que ça doit être c'est la troisième visite d'un chef d'État étranger. Ce n'est pas très prolixe, ce n'est pas comme sous d'autres régimes, mais on nous avait servi, n'est-ce pas, que des réparations étaient en train d'être faites, que des aménagements étaient en train d'être faits. C'est pas par hasard qu'un journal a demandé aujourd'hui si c'est parce que enfin le Bénin peut se présenter propre. Pour l'instant, on voit juste la présidence, la façade qui a changé ou qui est en train d'être en réhabilitation. Peut-être bien que d'autres visites s'annoncent, on attend de voir. Saturnin, 30 secondes. Que des présidents visitent notre pays, c'est à titre d'honneur ou à titre commercial, à titre en termes de partenariat économique et autres, c'est à nous de savoir ce qu'il faut tirer pour le Bénin et non offrir le Bénin comme étant cette terre vierge que les autres peuvent venir occuper et que les opérateurs béninois ne peuvent pas avoir. Les opérateurs économiques du Bénin ne peuvent pas avoir d'opportunités dans ces pays-là. Et n'oublions pas aussi, vous qui êtes chrétien, la Bible vous l'enseignera, que Jésus est venu pour les pécheurs. Et c'est pour ceux qui sont mal en point, c'est à ceux qui sont mal en point en matière de démocratie qu'on peut rendre visite pour dire changer vos cœurs. Croyez non, ça n'a rien. Vous savez pas. Merci à vous, Vigile, ça date de bien longtemps. C'est tellement avant cette élection. C'est le soutien du chrétien. Voilà, donc demain on se retrouve encore dans ce studio pour un autre débat. À bientôt.